Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver. Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est actuellement en plein dans les discussions budgétaires. Le budget 2026 va être voté dans quelques jours. Il contient des mesures qui font parler d'elles, puisqu'elles ne font pas l'unanimité, loin de là. Il m'a semblé utile de faire le point de manière pédagogique sur la situation financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec M. Pierre Crevitz, que je remercie d'être présent. Pierre Crevitz est le président du comité d'experts qui a été mis en place par le gouvernement de la Fédération pour faire un diagnostic et des recommandations au gouvernement de façon à retrouver la maîtrise des finances de la Fédération. Merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que je peux d'emblée vous demander, en quelques chiffres peut-être, de nous poser la situation des finances de la Fédération, quelles sont les recettes, quelles sont les dépenses, où en est le déficit. Merci déjà de faire un petit focus sur les chiffres. Mais le cadrage, c'est simple, c'est 13 milliards et demi de recettes en 2024 et 15 milliards de dépenses, donc le calcul est vite fait, 1,5 milliard de déficit, alors qu'on vient d'un déficit qui 5 ans plus tôt était de 300 millions, donc un déficit multiplié par 5 en 5 ans. Et donc, clairement, une situation à laquelle il faut trouver une solution, elle n'est pas pérenne. Parce que c'est grave. On ne peut pas rester en l'état. Le déficit, manifestement, s'aggrave d'année en année. Il faut corriger la trajectoire. Mais qui dit déficit dit augmentation de la dette. Qui dit augmentation de la dette, augmentation des intérêts qu'il faut payer sur cette dette. Et donc, si on ne fait rien aujourd'hui, on va ne faire qu'empirer une situation. Aujourd'hui, la dette de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est grosso modo 13 milliards, donc grosso modo 100% des recettes annuelles. Si on ne fait rien, ça sera 150% des recettes dans quelques années et on passera à 175% encore quelques années plus tard. Et donc, il faut absolument aujourd'hui corriger le déficit pour corriger la trajectoire d'endettement. Avec des charges de dette qui sont déjà élevées, mais qui évidemment seraient amenées à exploser si l'endettement se poursuit. On va déjà aujourd'hui payer grosso modo 300 millions chaque année simplement pour rembourser la dette. C'est 300 millions qui ne peuvent pas servir à l'enseignement, à l'accueil, au sport, à la culture. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette dégradation de la situation? 300 millions de déficit en 2019 et puis au terme de la dernière législature, un déficit d'1,5 milliard, voire 1,6 milliard si je ne me trompe, sur le budget 2026. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple en fait à expliquer, c'est simplement que les dépenses ont augmenté plus vite que les recettes. Alors c'est vrai que les recettes de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont des recettes très cadrées, sont des recettes qui dépendent d'une dotation TVA, d'une dotation IPP, impôt personnes physiques, et il n'y a pas de capacité de la Fédération Wallonie-Bruxelles à elle-même à émettre un impôt et à récolter elle-même ses recettes. Donc c'est la loi de financement de l'État belge qui définit les recettes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elles évoluent en fonction de l'inflation et en fonction de la croissance économique et de la croissance démographique. Et l'augmentation du déficit au cours des dernières années, si on prend la période 2016-2024, les recettes ont augmenté de 3,6 milliards, grosso modo. L'inflation est 2,9 milliards, 3 milliards d'inflation et 600 millions liés à la croissance économique et moins la correction démographique. Et de l'autre côté, vous avez des dépenses qui ont augmenté de 4,6 milliards, donc 1 milliard plus vite. Et sur ce milliard, il n'y a que 100 millions qui s'expliquent par le différentiel d'inflation et 900 millions qui s'expliquent par des dépenses structurelles supplémentaires qui ont été décidées, sans doute pour de bonnes raisons, par les gouvernements précédents. Mais c'est 900 millions, 400 millions grosso modo pour l'enseignement, 500 millions pour les autres compétences de dépenses structurelles en plus en 8 années. Au cours de la législature précédente, je me souviens avoir plus d'une fois, avec d'autres collègues, interpellé le ministre du Budget, M. Dardenne, sur la dérive que l'on voyait venir. Au sein même d'ailleurs de la majorité, le ministre-président a à un moment donné tiré la sonnette d'alarme. Et donc on peut considérer, pour simplifier, que la Fédération
à décider de politiques nouvelles sans réellement pouvoir les financer. Ça paraît évident qu'il y a eu là des décisions, et encore une fois, sans doute des décisions qui se justifiaient au niveau des besoins, mais qui n'avaient pas été pleinement mesurées en fonction de l'évolution des recettes. Et c'est quelque chose qui n'est pas pérenne, hein. On ne peut pas continuer comme ça. L'institution maintenant vit au-dessus de ses moyens, Exactement. avec ce déficit d'1,5 milliard, Exactement. 1,6 milliard qui est appelé à progresser. Alors venons-en maintenant, si vous le voulez bien, aux recommandations que le groupe d'experts a pu soumettre au gouvernement. Mais avant ça, je voudrais convaincre nos auditeurs que vous n'êtes pas un consultant du privé qui n'aurait que pour obsession de réduire les coûts absolument. Vous êtes un serviteur de l'État, en quelque sorte, avec une carrière à la Banque nationale de Belgique. Est-ce que vous pouvez éventuellement vous présenter davantage et peut-être présenter la diversité des experts qui ont siégé dans le groupe que vous avez présidé? Oui, sans problème. Donc moi j'ai effectivement toujours eu le souci de l'intérêt général, et donc toutes les fonctions que j'ai expliquées, que j'ai remplies au cours de ma carrière, étaient des fonctions que j'espérais en tout cas au service de l'intérêt général. Après mes études d'économie, j'étais 4 ans assistant à l'université, puis 25 ans à la Banque nationale, où j'ai été comme économiste, chef de division, chef de service, et puis où j'ai terminé comme secrétaire général. Et puis on m'a demandé en 2020, un chasseur de tête m'a demandé, mais toujours pour l'État, de devenir le CEO de Dexia, qui est l'ancienne banque. La partie en résolution, vous avez la partie belge, Belfus, toujours très active et superbe banque. Et de l'autre côté, c'était la partie essentiellement française et dans le reste du monde, dont il fallait porter les actifs et essayer de réduire le bilan sans de nouveau affecter les finances publiques des États belges et français qui sont les deux actionnaires. Donc votre expertise ne peut pas être mise en doute. Et par ailleurs, elle a été complétée de la valeur ajoutée que chacun des experts... Tout à fait. Un groupe d'experts dans lequel j'ai effectué quelques retrouvailles et pour d'autres de très belles découvertes, mais essentiellement des professeurs d'université, de l'ULB, de l'UCL, des experts en matière de finances publiques, des experts en matière d'enseignement. Et donc, oui, effectivement, c'était un beau panel et qui s'est révélé très complémentaire. Donc, on a travaillé du mois de juin au mois de septembre pour remplir cette mission au service de la Fédération. N'était pas mal intentionné à l'égard des compétences de la Fédération. L'enseignement, la petite enfance, les médias, on sait que ce sont des compétences importantes. L'objectif n'était pas de sabrer dans les budgets dévolus à ces compétences, mais plutôt, si je me trompe, d'assurer leur pérennité. Évidemment, c'était vraiment des experts extrêmement, avec une orientation extrêmement positive. Simplement, on a eu 3 objectifs. Le premier objectif, c'était de poser le constat. Est-ce qu'il y a moyen de continuer comme on est lancé? Et le constat a été posé à l'unanimité par tous les experts sur le fait qu'il faut intervenir maintenant. Si on n'intervient pas maintenant, ça sera encore plus douloureux. Plus on attend, plus ça sera douloureux comme intervention. Le deuxième objectif, c'était d'identifier dans les différentes compétences, de façon la plus équilibrée possible, là où il y avait moyen d'intervenir, en sachant que chaque mesure est une mesure qui, sur le terrain, allait avoir des conséquences. Et donc, on était pleinement conscient de l'impact potentiel sur les personnes qui allaient être touchées, mais en essayant d'avoir les mesures les plus raisonnables possibles, les plus équitables possibles. Et surtout aussi, le troisième objectif, c'était de bien mettre en garde, de ne pas remettre en cause tout ce qui est investissement dans l'enseignement, investissement dans les bâtiments, dans la rénovation des bâtiments, et dont on prenait même une accélération de la rénovation des bâtiments. Alors, unanimité sur le constat et sur les mesures, une très très grosse majorité pour chacune des mesures que nous avons proposées. Toutes ces mesures sont contenues dans le rapport qui a été rendu public. Est-ce que vous pouvez peut-être nous résumer la philosophie générale qui a animé ces recommandations, ou éventuellement pointer quelques suggestions que vous avez formulées? Oui, mais on peut pas, on est obligé de commencer par l'enseignement, puisque pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est évidemment le gros poste. C'est plus de la moitié du budget. De dépenses, c'est plus de la moitié, largement plus de la moitié du budget. Mais dans l'enseignement, comme je le disais tout à l'heure, sur le différentiel de croissance entre et donc le creusement du déficit d'1 milliard, l'enseignement représentait 400 millions de mesures structurelles supplémentaires. Et ce qu'on a fait, c'est examiner tous les curseurs qui font qu'on dépense dans l'enseignement. Les curseurs, c'est quoi ?
c'est le barème des professeurs. Il n'est pas question de toucher du tout à ce barème. Nous n'avons rien proposé en la matière, mais on constate qu'effectivement, nos enseignants, si on fait dans des comparaisons internationales, sont relativement placés assez haut en termes de rémunération par rapport aux autres pays. Le deuxième, c'est la taille des classes. Contrairement à ce qu'on pense, il y a dans nos classes parfois des très grandes classes, c'est celles-là qui sont souvent les plus visibles, mais aussi énormément de petites classes de moins d'une quinzaine d'élèves. On proposait dans nos mesures d'essayer d'avoir moins de petites classes. On constate aussi, ce qui coûte cher, c'est que nos élèves, on leur demande d'être au minimum 32, mais voire dans certains établissements 34, 36 heures en classe par semaine, alors que dans beaucoup d'autres pays, on va de 28 à 30 heures. Ce qui a fait beaucoup de bruit dans la mesure que le gouvernement a finalement décidé sur base de notre rapport, c'est l'ajustement du temps horaire des enseignants dans le cycle supérieur. 2 heures supplémentaires par classe. 2 heures supplémentaires. Ça partait simplement du constat que dans pas mal d'écoles, jusqu'en 2019, il y avait déjà des enseignants du cycle supérieur qui enseignaient 22 heures. C'est de constater qu'avec 22 heures, on est toujours en dessous de ce qui se fait légèrement en dessous de ce qui se fait dans les autres pays. On est en dessous de ce qui se fait dans les autres cycles de l'enseignement. Et donc ça nous paraissait une mesure relativement équitable, encore une fois, en sachant que les réalités diffèrent d'un type de matière à l'autre. C'est différent pour un prof d'histoire ou un prof de français par rapport à un prof d'éducation physique ou de mathématiques. C'est différent entre écoles. Certains professeurs d'histoire donnent plusieurs fois le même cours et rajouter 2 heures sera sans doute moins douloureux que dans d'autres établissements où les professeurs donnent 6, 7, 8 cours différents et donc en rajouter un, ça c'est extrêmement douloureux. Et là, dans notre esprit, on fait confiance évidemment à la direction de ces établissements pour trouver les solutions les plus adaptées. Encore une fois, vraiment pour nous, on avait conscience du fait que ça ne serait pas facile à vivre pour les enseignants qui sont concernés, mais en même temps, le message, c'est de dire si on ne fait rien, ça sera dramatiquement pire des mesures qui devront être prises dans quelques années. Et donc, nous, si d'autres sur le terrain ont d'autres idées pour réduire la voilure, elles sont vraiment les bienvenues. En tout cas, j'en suis certain pour le gouvernement. Mais encore une fois, je suis peut-être un peu long, mais si on prend l'enseignement, on dépense en Fédération Wallonie-Bruxelles, à population équivalente, 1 milliard en plus par an que si on compare par rapport à la moyenne des pays européens. C'est un rapport récent du FMI qui le montre. Ce qu'on propose, c'est des économies ici pour 100 à 200 millions. On continuera après ça à dépenser encore entre 800 et 900 millions de plus qu'ailleurs. Et on continuera encore à dépenser entre 2 et 300 millions de plus qu'en 2016. Donc, ça ne nous paraît pas totalement excessif et totalement indécent de proposer des économies comme celle-là qui permettent de corriger et de ne pas payer par la suite davantage en charge d'intérêt. Et quand on s'exprime ainsi de manière macro-budgétaire, ce n'est évidemment pas une marque de mépris à l'égard du travail réalisé par les enseignants, parce que dans toutes les rencontres que l'on peut avoir, je suis frappé de ce décalage entre le propos que vous tenez sur la nécessité de retrouver une trajectoire budgétaire soutenable et d'autre part les réalités vécues par chacun. Chacun s'investit dans sa classe, dans les activités scolaires ou extrascolaires et ressent comme une forme de mépris ou de méconnaissance de son investissement les appels à un redressement budgétaire. Comment peut-on essayer de réconcilier finalement ces deux points de vue ? Mais je ne vous cache pas que je suis appelé à le faire quasiment chaque week-end parce qu'on a beaucoup d'amis enseignants. Et donc, depuis lors, les soupers avec les amis tournent souvent au début, au début du souper, sur le sujet « Comment as-tu pu nous faire ça, Pierre ?» Mais comment j'ai pu vous faire ça ? Simplement parce que, vraiment, je pense qu'il n'y a pas le choix. Il n'y avait pas le choix, mais il y a peut-être encore des mesures légèrement plus différenciées, plus appropriées qui pourraient être prises, mais n'hésitez pas à les donner. Mais il n'y a pas le choix sur le fait qu'il faille prendre des mesures. Une autre mesure, par exemple, concerne le fait de pouvoir partir plus tôt. Les fameuses DPPR. Voilà, les DPPR. Alors, j'ai 58 ans, donc j'ai
des amis et des amis qui approchaient de l'âge de la DPPR. Et donc, pour ces personnes-là, pour ces amis-là, la première question, c'est comment tu as pu me faire ça? Et c'est ce sentiment d'être déjà trop âgé, je me sens vieux, ça devient difficile, je dois partir. La DPPR, elle a été prise à un moment donné où il y avait un excédent de professeurs et il fallait permettre à des jeunes profs de trouver des places et donc on faisait partir les plus anciens. Aujourd'hui, comme tout le monde le sait, on est plutôt dans une phase de pénurie. Et donc, ce que la Flandre a déjà corrigé, mais évidemment que chez nous, il faut également penser à le corriger. Mais évidemment, quand j'ai en face de moi mon amie qui pensait qu'elle allait pouvoir se retirer sur le plateau d'Aubrac, elle se reconnaîtra en mars prochain. Évidemment, ça lui fait mal. Mais honnêtement, elle n'a rien d'une vieille dondon et elle est encore capable d'enseigner pendant très 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 longtemps. Et par ailleurs, le système des DPPR n'est pas fondamentalement remis Tout à fait. En plus, question, puisque le gouvernement n'a pas réellement choisi. Il n'a pas réellement choisi cette piste. Mais un jour, je pense que progressivement... En fait, ce qui est difficile, c'est de prendre de telles mesures en les annonçant peu de temps avant que les gens ne puissent partir. Moi, j'ai fait ma carrière à la Banque nationale. Quand j'avais 40 ans, les gens de 55 ans étaient retraités à la banque. Aujourd'hui, ils sont retraités à 67. Mais on l'a appris suffisamment longtemps à l'avance, cette modification. Et donc, à 58, on ne se sent plus vieux, puisqu'on sait bien qu'on va encore devoir travailler quasiment 10 ans. Il y a une forme de perception. Donc, je pense que ce sont des mesures qui doivent se préparer longtemps à l'avance pour une transition douce et surtout aussi avec un ajustement, pourquoi pas une forte réduction du temps devant la classe pour les enseignants les plus âgés, plutôt alors du temps de coaching, enfin plein de choses que les enseignants sont bien mieux à même que moi de proposer. Mais c'est vrai que ce temps, le gouvernement a peut-être considéré qu'il n'en disposait pas et les mesures sont tombées de manière... Et il fallait prendre des mesures dès maintenant. Radicale, mais oui. On peut peut-être souligner qu'en 2026, le déficit continue à croître. On est à 1,6 milliard, si je ne me trompe. Les mesures prises, elles visent à redresser progressivement la trajectoire de façon à tendre autant que possible vers un déficit d'1,2 milliard en fin de législature. Exactement. Et donc, j'ai peur de le dire, mais les experts, je vais me faire lyncher, mais les experts recommandaient au gouvernement d'aller un petit peu plus loin. Donc, le gouvernement n'est pas allé aussi loin que les experts le recommandaient. Ce qui était important, c'était en tout cas de stopper la mécanique qui allait vraiment faire dérailler le train. Ici, elle est stoppée, mais je pense qu'il faudra peut-être, dans un gouvernement suivant, réfléchir encore à l'une ou l'autre mesure complémentaire. On a beaucoup parlé d'enseignement, il y a aussi d'autres matières en Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui, et c'est aussi un choix que le gouvernement assume, c'est d'avoir impacté en quelque sorte tous les secteurs. Aucun n'a été exonéré parce que c'est aussi une façon de répartir plus équitablement les efforts à réaliser. Tout à fait. Et éviter de faire des coupes sombres au détriment d'un secteur. Toutes les compétences de la Fédération, on le sait, sont essentielles. Tout à fait. J'ai un exemple que je cite dans le travail des experts, c'est concernant l'accueil de la petite enfance. Sous la législature précédente, on a accordé une grosse centaine de millions en plus à l'ONE pour faire passer le nombre de puéricultrices rémunérées directement par l'ONE de 1 à 1,5 pour 7 enfants. En réalité, sur le terrain, la norme de 1,5 était déjà respectée. On constate 1,7 puéricultrices par enfant sur le terrain des crèches subventionnées. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ces 100 millions supplémentaires accordés à l'ONE, ce sont d'autres niveaux de pouvoir qui ont alors retiré leur financement, mais le nombre de puéricultrices n'a pas augmenté. Au contraire, comme les crèches non subventionnées sont plutôt en difficulté, l'accueil global, le nombre de places a régressé au cours des 5 dernières années. Or, pour toutes les mesures structurelles économiques que les autres niveaux de pouvoir ont pris, notamment l'Arizona, pour mettre au travail, il faut absolument que suive l'accueil. Et donc, une de nos recommandations, c'était d'améliorer les conditions financières pour les crèches non
subventionner. C'est le souci d'avoir une dépense qui soit efficiente et qui oui, permette effectivement d'avoir des objectifs qui répondent aux besoins tout à fait. sociétaux. Quand on regarde l'état de la région bruxelloise, qui a un déficit encore plus important proportionnellement, qui n'a pas de gouvernement, qui n'a pas de budget et qui se retrouve maintenant à la merci des banques qui sont sur le point de retirer les lignes de crédit, on se rend compte que la catastrophe là est imminente. Est-ce que c'est ce risque-là que la fédération encourt si elle ne redresse pas sa trajectoire de déficit? Immédiatement, non. Il faut être clair. Mais si on n'avait rien fait, en 2028, 2029, 2030, certainement. Ce que vous devez regarder, c'est chaque fois la solvabilité, effectivement, cette capacité structurelle à tenir, mais également la liquidité, ce qui va rattraper Bruxelles. Et contrairement à ce que j'entends, ou ce que certains experts ont déposé des contre-rapports au Parlement, c'est comme si on vivait dans un monde où l'endettement n'a pas d'importance, la BCE interviendra. Mais si la BCE intervient, je peux vous dire qu'elle interviendra avec des conditions qui ne seront pas celles que les experts ont recommandées ici. Ils seront beaucoup plus drastiques. Bien plus drastiques. Mais ce qui peut frapper tout de suite, c'est la liquidité, c'est la trésorerie, c'est le fait que vous ne sachiez plus payer. Et ça, la région bruxelloise, si elle ne trouve pas de solution dans les mois qui viennent, à partir du moment où vos 2 lignes de crédit de 500 millions qui étaient offertes par ING et par Belfus sont retirées, mais vous avez à un moment donné où l'argent que vous avez en caisse ne vous permet plus de payer les salaires. Et là, il y a un risque de cessation de paiement. Cessation de paiement, évidemment. Et donc ça, la Fédération Wallonie-Bruxelles en était encore loin aujourd'hui, mais si on ne faisait rien, la Fédération Wallonie-Bruxelles courait effectivement vers cette situation dans les 5-6 prochaines années. Est-ce que ce que vous avez proposé, ce qui a été décidé par le gouvernement, ce qui va être voté vraisemblablement par le Parlement, est-ce que c'est simplement l'annonce de sang et de larmes pour les années qui viennent, ou bien est-ce que ça ouvre une perspective plus réjouissante? Est-ce que l'on sacrifie les jeunes générations, ou est-ce qu'au contraire, on leur donne un avenir? On leur donne un avenir. Si on ne faisait rien, on allait devoir sacrifier et prendre des mesures bien plus douloureuses. Pour l'instant, notre enseignement, on a parlé de ce qu'il coûtait. Il faut constater, si on regarde les enquêtes PISA, que on va dire très gentiment qu'on se situe dans la moyenne et dans le peloton. Mais en tout cas, en dépensant plus, on n'avait pas des résultats extraordinairement plus élevés que les autres. Ici, ce qu'on veut faire, c'est dépenser un peu moins, essayer sur le terrain d'améliorer les résultats en prenant toute une série de mesures qui peuvent être prises dans le cadre budgétaire qui est donné. Il y a encore plein d'initiatives possibles. En fait, on travaille à quoi? Un peu plus d'équité, on réduit la pénurie et on encourage les investissements. Donc vraiment, le fait de réduire le déficit, c'est réduire la charge d'intérêt, c'est dégager à terme des moyens pour réinvestir dans l'enseignement. C'est très loin de nous l'objectif de ne pas considérer l'enseignement pour ce qu'il vaut et pour ce qu'il est en termes d'essentiel pour la société. Pierre Kowitz, on pourrait encore dialoguer pendant des heures. Et d'ailleurs, ici au Parlement, les discussions durent longtemps. Elles vont encore durer. Ce sont évidemment des sujets importants sur le plan budgétaire, mais aussi en termes de réponse aux besoins sociétaux. On sent bien qu'il y a là un débat qui traverse le secteur de l'enseignement et bien d'autres secteurs. Ce sont des questions qui sont difficiles. Ce sont des efforts parfois qui sont demandés. Mais merci de nous avoir expliqué votre vision des choses. Et je l'espère d'avoir montré que l'objectif n'est pas de pénaliser, de faire mal, de sacrifier, mais c'est au contraire de se donner les moyens d'assurer la pérennité, non seulement de l'institution, mais de toutes les compétences et de tous les acteurs qui en dépendent. Merci pour cet échange. Est-ce que le comité des experts continuera à accompagner les réflexions du gouvernement et du Parlement? Ce n'est pas impossible. A priori, à ce stade, je n'ai rien entendu. On nous a demandé, ici, la première fois où j'ai été contacté, c'était en avril, pour mener ce groupe de juin à septembre. On l'a fait avec beaucoup de passion et en espérant avoir rendu le meilleur service possible. Et j'espère que voilà, et on est à disposition, je pense. La plupart d'entre nous, on y a trouvé, en tout cas, du sens. Et voilà, si jamais on est à disposition. Voilà, ça vous a confronté à vos propres amis. Tout à fait. Ces décisions ne sont pas nécessairement faciles à implémenter. Non. Mais voilà, sans doute ce moment-là est-il nécessaire pour assurer un avenir meilleur, y compris
pour nos enfants et petits-enfants. Évidemment. Merci d'avoir suivi cet échange. Les questions ne sont pas faciles, mais elles sont importantes. Et je ne doute pas qu'au-delà des décisions qui seront votées par le Parlement, elles continueront à alimenter les discussions dans les écoles, dans les différents secteurs dépendants de la Fédération et bien sûr ici au Parlement au cours des mois, voire des années qui viennent. Merci et à bientôt.